Allez, on est parti pour la deuxième période de la grande team. Eh bien, oui, vous savez, plus on est fou, plus on rit. Alors n'hésitez pas à passer le message autour de vous. Dites simplement que la grande team, eh bien, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h et qu'on est disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore en téléchargeant l'application RTI Mobile. La grande team est toujours là, on est en direct jusqu'à 22h et il est temps d'accueillir notre invité de ce soir. Et ce soir, la grande team reçoit un footballeur international. Il aurait pu porter le maillot de la Côte d'Ivoire, mais il a opté pour le pays de sa maman, le Togo. Francis Koné est notre invité. Merci de l'accueillir comme il se doit. Bonsoir Francis. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Bon, merci d'avoir accepté l'invitation. On est content de vous recevoir. Merci. Comment ça se passe à Abidjan? Ça va? Ouais, ça va, ça se passe bien. C'est quoi, c'est des vacances? C'est des vacances, oui. C'est des vacances. C'est des vacances, on fait avec. On en profite en même temps. Il faut dire aussi que je suis là aussi pour les funérailles de mon père. Voilà, j'ai perdu mon père. Voilà, donc je suis aussi là pour les funérailles. D'accord, ok, très bien. Alors, eh bien, écoutez, Francis, déjà, toutes nos condoléances de la part de toute la grande team, de toute la rédaction de la 3. Merci. On va quand même parler de vous, de votre carrière, de votre actualité. Vous êtes né en Côte d'Ivoire, et vous avez également grandi ici. Où exactement? À Tréjeville, au quartier Biafra. D'accord. Ah, donc là, c'est un vrai Abidjanais, là. Quel est votre lien exactement avec le Togo, puisque vous êtes international togolais? Effectivement, il faut dire que c'est la mère qui est togolaise. D'accord. Voilà, la maman est togolaise et puis j'ai opté pour l'équipe nationale du Togo. Voilà, c'était mon rêve de jouer avec Adebayor. Et voilà, donc par la grâce de Dieu, c'est arrivé. Et puis, voilà. Ah, comment ça? Adebayor? Les Drogba, les Yaya qui sont ici. Les Sérédiens, les Jamino qui sont ici. Vous pouvez répondre, bien sûr. C'est une question. La gare répond même. Il lui a parlé comme un Ivoire. C'est le doyen aussi, il faut dire que bon. Mais chacun son modèle dans la vie, attendez. Bon, le choix a été difficile, mais c'est à cause du moment que j'ai. C'était pour faire plaisir à votre maman. Ouais. Donc vous avez opté pour la sélection togolaise. Parce que, oui, étant petit, quand j'ai commencé le foot avec mon petit frère, parce que lui aussi il est footballeur, elle m'a dit, fais tout, tu vas jouer pour l'équipe nationale du Togo. C'était un choix très difficile, mais... La mère l'avait déjà conditionné. Alors forcément, on veut connaître la réaction de papa, du papa ivoirien. Ouais. Comment il a réagi? Non, lui, il ne peut rien dire. Mais voilà, voilà. Je suis contente là, je suis contente. Le petit frère, il a opté également pour la nationale togolaise. Oui, non, ivoirienne. Mais là, il est en train de me suivre maintenant. On va l'attraper. D'accord, très bien. Bon, alors Francis, on va voir un petit peu votre parcours avec Dorgelès qui a préparé de belles choses vous concernant. Allez. Bonsoir la team. Bonsoir Dorgelès. Bonsoir notre invité. Vous allez bien? Je vais bien. Super. Tiens, on va regarder tout ça sur notre écran. Il a joué dans plusieurs clubs, entre autres. Regardons ensemble entre 2007 et 2008 au FC San Pedro en Côte d'Ivoire. Entre 2008 et 2009, Rajprashas en Thaïlande, tout simplement. Et puis entre 2010-2011 en club, il va rebondir bien sûr dans d'autres clubs, sans oublier vraiment ce club-là qui m'a marqué. C'est son nouveau club entre 2020 et 2021. Ça se passe bien. Kuala Lumpur, bien sûr, c'est en Malaisie. Tia. Merci beaucoup Dorgelès. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à Oman, où vous avez signé votre premier contrat de football? D'abord, il faut dire que je suis passé par la Thaïlande. Voilà, en 2007-2008. J'ai quand même pas fait de... J'ai fait une petite bonne saison là-bas. Et puis, parce qu'il faut dire que c'est pas un pays du foot. Voilà, donc, je suis quelqu'un d'objectif. Voilà, quand je suis arrivé là-bas, je ne suis pas parti pour rester. Je suis parti pour travailler, pour aller de l'avant. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai bossé, j'ai fait au moins deux ans et demi. Et hop, c'est comme ça que je suis parti pour l'Oman. Oman, et puis un peu, je suis rentré maintenant en Europe.
C'est comme ça que j'ai commencé en Europe. Mais Thaïlande, Malaisie, qu'est-ce qui explique ces destinations-là? Qu'est-ce qui explique cette destination? J'avais pas le choix. Voilà, j'avais pas le choix et c'est comme ça. Je revenais juste du championnat. On a fini champion en 2007-2008 avec le SC San Pedro. Et quand je suis arrivé, il y avait un manager, un blanc qui était au terrain avec un grand frère du quartier qui jouait en Thaïlande. Et c'est comme ça, on a fait un match de gala et puis, pouf, il dit non, mon blanc est là. Et c'est comme ça, même pas une semaine, je suis parti. D'accord. Ouais. Alors, après Oman, vous arrivez donc en Europe. D'Europe, vous partez en Malaisie, à Kuala Lumpur. Comment se fait-il que vous ne soyez pas resté en Europe, puisque c'est vrai que les championnats sont un petit peu, ont un meilleur niveau, entre guillemets, et puis une meilleure exposition? Effectivement, exactement. J'étais en Europe et il faut dire qu'après, j'ai fait une saison et demie sans jouer. Voilà, parce que j'avais un souci de blessure, j'avais un problème de blessure, voilà. Donc je suis retourné, je suis resté sans jouer pendant 1 an et demi et il fallait rebondir. Et pour rebondir, c'est un peu difficile de rebondir directement encore en Europe. Parce que là-bas, c'est le haut niveau, c'est le championnat très élevé, donc il faut passer encore en Asie. Bon, c'était mon plan, c'était mon plan, oui, mon plan à moi. Donc je suis passé encore en Asie pour pouvoir rentrer encore en Europe. Ouais. Vous n'êtes pas encore fait de carrière, mais est-ce que depuis l'entame de celle-ci, vous êtes satisfait de votre parcours? Oui, je suis satisfait de mon parcours parce que ça n'a pas été facile pour moi. Mon parcours n'a pas été facile. Je n'ai pas été côtoyé par de grands agents. Voilà. Mais j'ai fait pas mal. En tout cas, j'ai fait un bon parcours. Voilà. Alors, moi, j'ai compté 10 clubs depuis le début de votre carrière. Oui. C'est quoi l'instabilité? Qu'est-ce qui explique cette instabilité dans les différents clubs où vous passez? Belle question. Qu'est-ce qui explique l'instabilité? C'est pas de l'instabilité. Voilà, c'est juste. Ça dépend. Là, en 2015, 16, 17, j'ai fait 3 saisons. Voilà, dans un club en République tchèque. Voilà, je suis quelqu'un, j'aime découvrir de nouvelles choses. Voilà, j'aime découvrir de nouvelles choses. Donc, quand je reste, par exemple, 2 saisons, 3 saisons dans un endroit, je commence à chauffer. Voilà, et je veux bosser pour aller de l'avant. Donc, quand c'est comme ça, voilà. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas eu l'occasion de côtoyer de grands agents. Voilà, j'ai travaillé avec pas mal d'agents, mais ce n'était pas des grands agents. Donc, voilà. Sinon, Ça ne vous a pas aidé? ouais. Alors, le 23 octobre 2017, vous avez reçu le prix Fair Play de la FIFA pour avoir sauvé la vie d'un gardien adverse lors d'un match de championnat. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Cette action m'a beaucoup marqué. C'était pas facile. C'était pas facile. C'est un geste salvateur et il faut dire que j'avais l'habitude de faire ça. J'avais l'habitude de faire ça. C'était la 4e fois maintenant. De sauver des gens? Oui. De la même manière, oui. De la même manière. Vous êtes secouriste? Non. Vous avez fait une formation de secouriste? Non, même pas. D'accord. Donc vous avez l'habitude de sauver des gens? Oui. Oui, c'est la 4e fois maintenant. Et là quand j'ai sauvé le mec, c'est-à-dire j'avais sauvé quelqu'un comme ça à Abidjan, ici à Makori, un jeune. J'étais allé regarder, j'étais en vacances et puis je suis allé les regarder jouer. Et il est tombé sur la nuque. Et là, il a commencé à avaler sa langue. Les gens ont commencé à pleurer aussi. Et puis, je suis monté sur le terrain carrément et puis je suis allé faire ça. Et 6 mois après, c'est là ça est arrivé. Voilà, c'est pas facile, c'est pas un geste facile. C'est dangereux, c'est très dangereux. Et quand moi-même je monte sur le terrain pour aller secourir le mec, c'est encore dangereux. Voilà, mais moi je le fais avec la foi, avec la volonté de Dieu. Voilà, c'est pas si simple. Parce que après, j'ai compris que Dieu voulait me faire grand à travers ce geste-là. C'est pourquoi ça s'est plusieurs fois répété dans ma vie. C'est comme ça que j'ai vu la chose. Parce que, voilà. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que ça a eu un impact sur vous, sur votre vie, votre entourage, votre réputation, votre renommée? Est-ce que ça a eu un impact positif sur vous? Est-ce que ça a eu un impact positif? Non, plusieurs personnes m'ont posé cette question-là, mais il faut dire que je le fais parce que je suis humain. Voilà. Voir quelqu'un en train de mourir, c'est pas moi. Non, mais jusqu'à ce qu'autour de vous, ça a amené plus de respect, plus de considération, plus d'attention. Si, effectivement, si. Parce que même
quand nous sommes arrivés en Angleterre, à Londres pour le trophée, les gens étaient autour. Ils ont même laissé des grands joueurs, puis ils sont venus. Parce que plusieurs personnes n'ont pas compris cet aspect-là. C'est-à-dire, un footballeur qui n'a pas eu de formation, de notion de secourisme, en train de sauver et puis, dans ce geste-là, c'est pas facile. Magnifique. C'est pas facile. Et c'est pas la première fois, vous le disiez, il y a eu plusieurs fois, notamment donc, quand vous étiez en République tchèque. Ouais. Et puis vous avez également reçu un trophée récompensant une attitude exemplaire au service du fair play et de la compassion sur le terrain comme en dehors. Donc j'ai envie de dire que je me sens en sécurité ce soir. Attendez. Nous tous d'ailleurs. Si il arrive quelque chose, on est entre de bonnes mains, n'est-ce pas, Francis? Par la grâce de Dieu. Allez, mesdames et messieurs, Francis Koné, international togolais. Et sur le plateau de la Grande Team, si vous avez des questions à lui poser, eh bien notre page Facebook, la page Facebook de la 3 est à votre disposition. Vous pourrez le faire. Vous pouvez envoyer aussi de gentils messages qu'on reçoit tous les jours avec beaucoup de plaisir. Et on vous en remercie d'ailleurs. Allez, eh bien écoutez, Francis, est-ce que vous suivez un petit peu tout ce qui se passe ici, avec la FIF, le comité de normalisation et autres? Si, Oui. en tant que footballeur, je suis obligé. Voilà, je suis obligé, footballeur international togolais, mais ivoirien. Voilà, je suis obligé de suivre les actualités ivoiriennes du championnat et tout. Et puisque j'ai des amis qui sont en championnat, voilà, donc je suis obligé de... D'accord. Eh bien, écoutez, on va en parler justement de cette mise en place du comité de normalisation. C'est l'actu de ce soir. Une mission de la FIFA est arrivée à Abidjan ce mercredi. Elle a procédé aujourd'hui à la mise en place du comité de normalisation. Mais avant, elle a été reçue en audience par le ministre des Sports. Une mission de la FIFA séjourne à Abidjan depuis ce mercredi. Composée de Vérone Mosengo Omba et Solemale Sarah, elle a été reçue en audience ce jeudi par le ministre des Sports, Paulin-Claude Danhaut, respectivement directeur des associations membres de la FIFA pour l'Afrique et les Caraïbes et senior manager. Ils sont pour l'installation du comité de normalisation, conformément à la décision de la FIFA du 24 décembre 2020, décision intervenue suite au blocage du processus de renouvellement des instances dirigeantes de la FIFA. Vérone Mosengo Omba a expliqué sa principale mission, qui sont de gérer les affaires courantes de la FIFA, mettre à plat les textes de la FIFA afin d'y corriger les contradictions et dysfonctionnements relevés par la commission d'enquête conjointe FIFA-CAF et d'organiser l'élection du nouveau comité exécutif. Il a en outre précisé que le comité de normalisation n'aura pas à charge la gestion des projets de développement. Pour sa part, le ministre des Sports a indiqué que le gouvernement de Côte d'Ivoire souhaite un retour rapide à la normalité tout en les rassurant en ce qui le concerne de sa disponibilité à tout mettre en œuvre afin que la normalisation se déroule le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions. Il a entre autres souhaité que le comité de normalisation accompagne la reprise du championnat national et la participation des équipes ivoiriennes aux compétitions continentales et internationales afin de soulager les clubs et les sportifs. Concernant la reprise des compétitions nationales, la mission de la FIFA a rappelé qu'elle n'a jamais demandé son arrêt malgré la crise. Mieux, elle a annoncé un soutien spécial Covid-19 de la FIFA pour aider les clubs. Et après la rencontre avec Monsieur le ministre, eh bien, les émissaires ont dévoilé la composition du comité de normalisation. Après avoir entendu interviewer plusieurs personnes, nous avons retenu pour le moment 3 personnes. On va voir avec le temps si on va compléter l'équipe. Alors nous avons comme membre et présidente de la commission de normalisation Madame Mariam Daoud Gabala, ici présente. Nous avons comme membre Monsieur Martin Bléou, le professeur Bléou que vous connaissez tous. Et puis nous avons Maître Simon Abbé, qui est là à côté. Le comité de normalisation, c'est un comité provisoire. Ils n'ont pas le droit d'être candidats à aucun poste à la fédération. Ils sont là pour mener à bien, à cette période transitoire, jusqu'aux élections du nouveau comité électif. Comme vous le savez, le football est un sport roi en Côte d'Ivoire. Le football est le creuset de la paix. Le football est le sport qui réunit l'ensemble des Ivoiriens
quel que soit leur bord et quel que soit leur âge. Et nous demander de venir aider, de mettre à disposition nos compétences pour aider à relever ce sport, je pense que c'est une très très grande confiance. Et nous allons essayer, avec l'aide de Dieu et avec l'aide de tous, d'apporter cette pierre, parce qu'il n'est pas normal que la locomotive du football africain et ouest-africain soit dans cet état. Nous allons mettre tout ce que nous avons en nous pour servir notre nation à travers la mission qui nous a été confiée. C'est une mission citoyenne. Notre hymne national nous dit « Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle ». Le pays nous appelle pour aider à redresser le sport ivoirien et je crois que nous allons apporter notre contribution. Je parle au nom de mes deux collègues, professeur Bléou et maître Adouabé. C'est tout ce que je voulais dire. Nous voulons compter sur vos prières pour que cela réussisse parce qu'il y va vraiment de l'image et de la cohésion dans cette nation. Je vous remercie. Voilà, on a annoncé depuis quelques jours, le comité de normalisation est enfin là. Qu'est-ce que vous pensez de sa composition? Alors je rappelle, la présidente, donc la sénatrice Mariam Dao Gabala, et puis 2 membres, le professeur Martin Bléou et maître Abbé Simon. Qu'est-ce que vous pensez de ce comité de normalisation? Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux parce que ce sont des personnes qui sont complètement en dehors de tout ce qu'on a pu voir en termes de problématiques au niveau de la Fédération ivoirienne de football ces dernières années. On n'a jamais entendu parler du professeur Martin Bléou dans l'un des camps belligérants. On n'a jamais entendu parler de la sénatrice Dao Gabala, merci, ni du troisième. Maître Simon Abbé. Simon Abbé, voilà. Bon, pour Maître Simon Abbé, c'est pratiquement parfait anonyme. C'est vrai que M. Martin Bléou fut ministre. Madame Gabala est une femme très engagée dans la cause de la femme, elle est même sénatrice. Voilà, ce sont des personnalités complètement indépendantes des différentes chapelles au niveau du football ivoirien. Et j'espère simplement que ces personnalités-là vont parfaitement réussir leur mission. Bon, je tire mon chapeau à la FIFA, franchement, parce que ce ne sont pas des personnes clivantes. Je veux dire, c'était annoncé clairement dès le départ qu'on choisirait des personnalités qui n'ont rien à voir avec le milieu du sport pour peut-être respecter un peu la neutralité dans cette bataille qu'il y a en ce moment au niveau de la Fédération ivoirienne de football, en tout cas pour être président. Et sur ça, ils ont rempli 3 critères principaux. D'abord, la probité concernant donc les membres. Ensuite, ils ne doivent pas être candidats éventuellement à la future élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Et puis, ils doivent être loin du sport. Je pense que c'est ça qui a été retenu. Et la présidente de ce comité de normalisation, Mariam Dao Gabala, elle a la 60aine entamée. Elle est militante des droits des femmes. Elle est sénatrice. Puis elle est cadre des finances, si j'ai eu bonne information. Et puis je crois savoir une information qui devrait intéresser plus d'un. Si l'information est bonne, elle est la fille de Gustave Gabala, qui a été l'ancien président de la Fédération ivoirienne de boxe. J'ai entendu ça quelque part. Je pense qu'on va vérifier ça un peu plus tard, mais je la donne quand même. En tout cas, ça montre bien que ce bureau-là est intéressant. On ne présente pas le professeur Martin Bléou, qui est un homme de droit bien reconnu et respecté au plan national. Et on est très heureux de savoir que ces 3 personnalités sont très loin du monde du sport et qu'elles auront un regard assez neutre par rapport à conduire donc les activités de la Fédération ivoirienne de football. D'accord. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que ça y est, le téléphone est ouvert. 21 59 93 99. 21 59 93 99. Eh bien, pour répondre à cette question, la prochaine élection suffira-t-elle à doter la Côte d'Ivoire d'une fédération forte? Et on a notre premier téléspectateur en ligne. Il s'agit de Monsieur Ibo qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, Monsieur Ibo. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, la grande team. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Ibo, écoutez, on vous écoute. La prochaine élection suffira-t-elle à doter la Côte d'Ivoire d'une fédération forte? Waouh, tiens, je dirais waouh, et je dirais aussi enfin. Trois personnalités que nous avons vues là, que nous venons de voir, vraiment sont des personnalités de haut niveau qui peuvent nous donner une vraie élection au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Oui, ces 3 personnalités que nous venons de voir, sans doute, je pense que sont les bienvenus. Et aujourd'hui, nous sommes heureux que
parfois des personnes qui n'ont rien à voir avec le football. Et je pense que sans doute, d'ici à la fin de l'année, nous allons véritablement assister à une vraie élection transparente au niveau de la Fédération de football ivoirien. Ouais. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Ibo, pour votre appel. Bonne émission. Allez, merci. Monsieur Ibo le disait, hein, il a dit enfin. Est-ce qu'on doit penser, est-ce qu'on peut se permettre d'ailleurs de penser hein, qu'on est au début, de la fin de la crise hein, qui secoue vraiment le football ivoirien depuis un long moment? En tout cas, c'est le souhait de tout le monde. C'est le souhait de tout le monde de voir cette crise prendre fin. Mais je suis un peu sceptique. Sincèrement, j'ai du mal à y croire. Jean-Philippe en train de sourire. J'ai du mal à y croire parce que déjà, il y a plusieurs faits qui pour moi, ne me rassurent pas. Et puis, je vais m'attarder sur un seul fait. D'abord, la réunion du ministre avec les présidents du club, où certains ne sont pas venus. Ils ont snobé quand même l'invitation, ils ne sont pas venus. Pourquoi ils ne sont pas venus? Déjà, ça montre que il y a des partis qui ne sont pas pour l'instant, il y a des présidents qui ne sont pas contents de ce qui se passe, tout et tout. Et moi, déjà, cette partie-là ne me rassure pas quant à une probable réconciliation à venir. D'accord. Monsieur Dago nous appelle Dany Bilecro. Bonsoir, Monsieur Dago. Bonsoir, madame. Comment allez-vous, Monsieur Dago? Ouais, ça va très bien. D'accord. Alors, même question pour vous. Hein. Est-ce que vous pensez que la prochaine élection suffira à doter la Côte d'Ivoire d'une fédération forte? Vraiment, moi, je salue vraiment la FIFA d'avoir instauré la normalisation parce que vraiment, la Côte d'Ivoire ne mérite pas ça vraiment. La Côte d'Ivoire, c'est une grande nation de football. Et vu ce qui se passait, vraiment, c'était très honteux. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, là, la venue de cette normalisation est vraiment salutaire. Parce que quand même, notre pays est un pays de grands acteurs de football. Et que vraiment, on tire vraiment un chapeau aux membres qui proposent cette normalisation. Je pense que je suis confiant parce que ce sont des hommes de probité morale qui sont à la tête de cette normalisation. Et j'ai vraiment confiance. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment accéléré le processus parce que la Côte d'Ivoire, il y a des grandes échéances footballistiques qui nous attendent. Donc vraiment, chapeau d'abord au ministre Daoud Colin qui a su, d'un bref délai, qui a fait une mise en place de cette normalisation pour que, en tout cas, le championnat s'ouvre pour qu'on attaque les futures échéances. D'accord. Vraiment, je dis vraiment bravo aux membres et vraiment, je fais confiance à cette équipe. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Dago. Bonne soirée. Monsieur Dago, qui est très enthousiaste et très optimiste. Hein. Qu'est-ce qu'il en est pour vous, Francis Koné? Vous qui suivez cette affaire, la mise en place donc, de ce comité de normalisation, est-ce que vous pensez que ça y est, on commence à voir un petit peu le bout du tunnel? Il faut dire que... D'abord, ce que je voulais souligner, c'est que normalement, sur le plateau international, sur le plateau footballistique, la Côte d'Ivoire, avec ce qui se passe là, ça ne devrait pas avoir lieu. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire, quand même, est un pays, sur le plan footballistique, est un pays professionnel. Voilà, et a des joueurs professionnels. Donc, avec tout ce qui se passe actuellement, ça fait un peu bizarre d'entendre cela. Voilà, il faut être dans ce milieu, parce que nous qui sommes un peu dans ce milieu, nous sommes un peu dehors, nous voyons. Bon, Cameroun, Égypte, tout le monde a été normalisé, hein? Oui, effectivement. Oui. Non, c'est normal. La normalisation, c'est normal. C'est normal. Mais moi, je veux dire que tout ce qui se passe là, sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que ces jeunes joueurs qui ont tout laissé dans leur vie pour avoir ce sport-là comme métier, comme passion, aujourd'hui sont là, dans la ville, dans la vie, ici, en train de se bavarder. Bon, ça c'est pas intéressant. Voilà. Aujourd'hui même, j'ai croisé des jeunes, des amis, et d'autres mecs qui n'étaient pas mes amis, qui ont vu l'affiche partout, que je passe sur la chaîne, la télé. Et ils m'ont dit, il faut dire certaines choses. J'ai dit, non, ce n'est pas mon but, je ne suis pas là pour ça, je ne peux pas m'intégrer dans ce que je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que moi, je demande pardon
à ces personnes, à nos dévanciers, que ce soit Drogba, Idriss et autres, de penser souvent à nos frères, voilà, à nos petits frères, à nos grands frères qui sont encore sans club. Voilà, parce que c'est leur passion, c'est ce qu'ils ont choisi. Voilà. D'accord. On a M. Blé qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Blé. Allô, M. Blé? Allô, allô? Bon, on a perdu M. Blé, d'accord. Alors, le gouvernement ivoirien souhaite un retour rapide à la normale. Est-ce que vous avez le sentiment, honnêtement, que les acteurs du football ivoirien sont prêts à faire ce qu'il faut pour éviter que la normalisation s'éternise? Vous savez, cette situation, c'est comme un fleuve. La vie, c'est comme un fleuve. Quand on le veut ou non, le fleuve va toujours couler. Donc, il y a eu un moment où il y a eu des incompréhensions. Ces incompréhensions ont créé des blocages. Et les blocages ont poussé des entités externes à s'intéresser à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui ont favorisé la mise en place de ce comité de normalisation. Et on ne va pas revenir là-dessus, mais sur un élément qui est aujourd'hui très important, c'est de pouvoir avancer. On ne va pas stagner, on ne va pas refaire ce qui s'est passé auparavant. Il faut avancer pour trouver des solutions. Je ne pense pas aujourd'hui, au niveau des différents camps qui se sont affrontés et qui ont amené à cette situation, qu'on serait contre l'adoption de textes qui vont permettre au football ivoirien d'avancer. Je ne pense pas, et je le dis aujourd'hui, que dans un quelconque camp, il y a des personnes qui soient contre l'intérêt du développement du football, contre l'intérêt du développement des athlètes. Je ne le pense pas. On a tous vu les différents programmes, les différents projets à l'entame de cette élection. Ils étaient novateurs et ils mettaient le joueur au centre du développement du football. Donc, à partir de ce moment où, c'est vrai, il y a eu des dysfonctionnements qui ont été notés de part et d'autre, parce que j'aime revenir souvent sur, sur ce petit élément. Il y a eu, disons, le premier fait du 21 août où même celui qui avait contribué à mettre en place cette commission électorale avait demandé une assemblée générale pour la dissoudre parce qu'il y avait un blocage, puis la FIFA est venue rebondir là-dessus. Si on a déjà constaté tout ça, ben, il faut accepter que le comité soit là. Il faut collaborer avec le comité pour que le plus rapidement possible, on puisse libérer les acteurs locaux. Absolument. J'ai envie de vous donner mon brassard là ce soir. Vous avez bien parlé. Allez, tenez. Voilà. Merci. Bravo, capitaine. Monsieur Fofana, qui nous appelle de Yopougon également. Bonsoir, Monsieur Fofana. Bonsoir, Mathia. Comment allez-vous? Oh, ça va très bien, et vous, mon Monsieur Fofana? Le plateau même sans projecteur. Votre éclat aurait illuminé le plateau. Oh, mais que vous êtes gentil. Un poète. Oh, j'espère que vous n'êtes pas un beau parleur, Monsieur Fofana. Attention. Non, pas du tout. Je suis très contraire. D'accord. Très bien. Alors, dites-moi, Monsieur Fofana, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous sentez qu'on voit le bout du tunnel, là, comme ça, avec la mise en place du comité de normalisation? Je voudrais répondre à la question, rassurer mon ami Stéphane, pour dire qu'effectivement, Mme Dao Gabala est la fille de feu M. Dao, ancien président de la Fédération ivoirienne de boxe. D'accord, merci. Voilà. Et je ne vais pas aller plus loin, ta mère est Sénico. Je la connais très bien. Très bien, merci. Okay. Alors, je voulais dire que je suis de ceux qui étaient vraiment contre le comité de normalisation. Oui, vous l'avez dit, haut et fort sur ce plateau. On va pas les donner en fonction des raisons, mais un homme, il avance. Quand c'est fait, il avance. Et comme disait tout à l'heure votre invité, c'est dommage que la Côte d'Ivoire soit à ce niveau-là d'être normalisée. Là, je ne suis pas d'accord avec mon ami Stéphane qui dit que l'Égypte et les autres pays ont été normalisés. Non, quand vous êtes 5e de la classe, vous ne dites pas votre père, vous êtes 5e, mais l'autre est 10e. Nous, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Bref, c'est fait, nous avons avancé. Alors, je pense que tous les acteurs du football ivoirien, notamment les 3 grands candidats, sont tous des amoureux du football en Côte d'Ivoire. Ils nous démontrer cela à tellement d'actions. Donc, ils devraient pouvoir mettre la balle à terre pour que ce comité de normalisation travaille et que tout le monde tire dans la même direction. Donc, on a dit tout à l'heure que la rencontre organisée par le ministre, il y a des gens qui ne sont pas venus. Ils avaient le droit, parce que quand vous êtes piétiné, vous avez un suspendeur, c'est normal que vous réagissez négativement. Maintenant, là, moi, j'interpelle le ministre, et même, au-delà même du ministre, mettre en place un comité de médiation, pour que tout le monde mette la balle à terre, pour que nous puissions faire corps autour de ce comité de normalisation qui a été mis en place maintenant. On peut bien, on est devant la réalité, pour que nous puissions avancer positivement et que, effectivement, la prochaine élection qui va se faire doit pouvoir mettre en lumière le candidat fort qui a été choisi par la majorité et que là, le plus proche
pour amener notre football, notre sport vers des lendemains meilleurs. Très bien. Ouais. Eh bien, j'aurais pas mieux dit. Hein. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Monsieur Fofana. Merci infiniment. Alors, Tia, sur le retour rapide à la normale, ben, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut savoir que le temps de la mission est bien connu. C'est 1 an. Ça prend fin au mois de décembre prochain. Le ministre a souhaité que ça soit rapide, que ça se fasse entre 3 et 4 mois. Donc, on verra bien. Mais en même temps, il faut savoir que le cahier des charges est également connu. Donc, on sait quels sont les axes sur lesquels ils vont travailler. Maintenant, il faut regarder un peu l'ambiance qu'il y a autour de tout ça. Parce que sur la dernière rencontre, comme dit Joël, la dernière rencontre avec le ministre a été vraiment boycottée par beaucoup de présidents des clubs. Et jusqu'à présent, en dehors des présidents du GX, qui clairement ont dit leur joie de voir le comité de normalisation arriver, parce que depuis longtemps, ils étaient un peu opposés au comité exécutif de Sidi Diallo, en dehors de ceux-là, il y a beaucoup d'acteurs, comme je le dis, qui ne se sont pas encore exprimés. On n'a pas Drogba, on n'a pas Sori Diabaté, on n'a pas Idriss Diallo. Ils n'ont absolument rien dit sur la normalisation. Ensuite, ceux qui ont boycotté la dernière réunion avec le ministre, eux aussi n'ont rien dit, mais il est clair qu'ils n'étaient pas là. Donc quand on regarde tout ça, on a le sentiment que c'est cette ambiance-là qui pourrait accompagner, je dis bien pourrait accompagner les travaux qui vont venir. Bon, tout va se faire en Assemblée Générale, donc attendons de voir quelle va être vraiment l'adhésion des uns et des autres, surtout des présidents des clubs, l'adhésion des présidents des clubs par rapport à ce comité de normalisation. C'est à ce niveau-là que tout va se jouer. Mais ne cachons pas qu'il y a des clans, mais vraiment de clans réels au niveau du football ivoirien. D'accord. Monsieur Perico, qui nous appelle de Yakassé. Bonsoir, Monsieur Perico. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Ouais, ça va bien. D'accord, très bien. Alors, Monsieur Perico, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la prochaine élection suffira à doter la Côte d'Ivoire d'une fédération ivoirienne de football forte? Bon, oui. Bon, en tout cas, effectivement, comme tout le monde savait que c'était ça qui était le problème, c'était lié quand même aux élections. Mais avant de continuer, si vous allez m'excuser, votre collaborateur, lui, je n'arrive pas trop à cerner son nom, mais qu'il retire tout à l'heure, il a dit que les 3 belligérants, vraiment, sincèrement, c'est pas une belligérance. C'est vrai, après, il s'est rattrapé pour dire que les 3 camps, c'est normal, mais belligérants, c'est-à-dire ceux qui sont, les candidats qui sont là, c'est des hautes personnalités du pays. Hein. D'accord. Donc, ils ne sont pas dans une belligérance, ils ne sont pas en politique. Hein. Bon, il s'est rattrapé de toute façon. D'accord, voilà, Monsieur Perico. D'accord. Revenons au sujet, s'il vous voilà. plaît, Monsieur Perico. Allons-y, allons-y. Voilà. Bon, en fait, c'est ce que la dernière fois, je vous avais dit. J'ai dit que la FIFA n'allait pas venir créer des gens en Côte d'Ivoire. La FIFA viendrait et ce sont des Ivoiriens qui allaient s'organiser pour que vraiment tout se passe du mieux. Et voilà ce qu'on constate. Maintenant, bon, je profite aussi pour dire, il n'a qu'à faire aussi de faire vraiment la publicité de ceux qui ne sont pas venus, ceux qui sont venus. Bon, tantôt ils souffrent le froid, ils souffrent le chaud, après ils disent bon, voilà, ça va. Mais c'est ce que nous on disait toujours. Ceux qui ne sont pas venus, ce sont des acteurs du football ivoirien. Il fallait qu'ils disent aux uns aux autres, bon, peut-être ils n'étaient pas un peu contents parce que chacun dans son milieu, hein, c'était ceux qui sont là depuis plus de 30 ans. Nous, on ne sait pas ce qu'ils gagnaient là-bas. Bon, donc on suppose qu'au moins il y avait quelques petits intérêts, peut-être qu'ils le voient menacés. Sinon, dans la forme, ce n'est pas comment les gens sont venus en dictature ou bien bon, les gens sont venus imposer certaines choses. C'est le même football-là que nous allons observer. Et on savait, on a même dit, comme tout se retrouvait sur un camp, c'est-à-dire comme tout le monde regardait dans le centre, que c'est Drogba, le camp Drogba, parce qu'il faut dire les choses par là qui faisaient blocage. Pendant que ceux qui étaient là savaient que le camp Drogba était minoritaire, nous on avait dit à tout le monde, dans ce cas-là, retrouvez-vous dans les votes. Et puis une bonne fois. Parce que c'était difficile d'accepter cette marmaille que les gens voulaient faire. Monsieur Perico. Excusez-moi. Oui, non mais Monsieur Perico, parce qu'en fait, voilà, revenons vraiment, restons sur la question, s'il vous plaît, parce que bon, effectivement. Pour revenir sur la question. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, pour revenir sur la question. Est-ce qu'avec cette élection, hein, on va retrouver une fédération forte, à votre avis? Oui, mais c'est ça justement, il n'y a pas de problème, parce que quand ils vont refaire les tests là, enfin, ceux qui sont là vont faire des vrais tests.
qui rentre dans l'assentiment de tout le monde, et puis il n'y a pas de problème. D'accord. Et puis, ça va, une bonne élection, bon, même si elle n'est pas bonne, mais si tout le monde est dedans, vraiment, ça va faire que celui qui a gagné va gagner à la loi. Et puis c'est fini, et puis ils se mettent ensemble pour travailler pour le football ivoirien. Et c'est tout ce qu'on veut, Monsieur Perico, et c'est tout ce qu'on souhaite. Voilà ce qui va se passer. D'accord. Bon. Il n'était pas question d'aller se mettre quelque part pour trouver des temps qui peuvent éliminer ceci-là. Excusez-moi, je vais faire une petite parenthèse. Non, Monsieur Perico, on n'a pas le temps, malheureusement, de faire une petite parenthèse, parce qu'il y a beaucoup d'appels derrière vous, c'est pour ça. Mais en tout cas, vraiment, on vous remercie pour votre appel. Merci beaucoup, Monsieur Perico. Allez, passez une bonne soirée. Oui, mais c'est un petit peu ça. C'est vrai que tout le monde a envie de s'exprimer. Hein, donc, essayons d'aller droit au but. Comme ça, chacun a le temps et l'occasion, l'opportunité vraiment de s'exprimer. Voilà. Allez, même question pour vous. Et je vais m'adresser donc à notre invité, Francis Koné. Est-ce que vous pensez qu'après, avec cette mise en place du comité de normalisation, eh bien, il y aura forcément donc une élection. Oui. Et est-ce que vous pensez qu'après cette élection, la Côte d'Ivoire va retrouver une fédération de football forte? Bon, à ma pensée, on va encore vivre ce qu'on a vécu récemment. Voilà. Non, faut être bref. Moi, je suis véridique. Voilà. Ce qu'on a vécu, ce que la Côte d'Ivoire a vécu récemment concernant ce qui s'est passé à la FIFA, on va vivre ça. Même si la FIFA se déplace pour venir à Abidjan, venir organiser les élections, on va encore vivre ça. Parce que, voyez-vous, ça ressemble un peu à la politique. Voilà. Il y a toujours des camps. Il y a des votes. Forcés, il y aura des personnes qui vont... il y aura des coups bas, c'est sûr. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas des personnes de dehors qui vont venir régler vos affaires, vos problèmes à la maison chez vous. Ouais, c'est impossible. Parce que quand ils vont venir, ils vont donner d'eau, ça va se répéter. C'est nous-mêmes, c'est Ivoiriens, l'Ivoirien même, nous-mêmes, entre nous. Parce qu'on est professionnels, il faut travailler dans le professionnalisme. Il faut qu'on apprenne à être professionnel. Voilà, on doit régler ça entre nous-mêmes. C'est simple. Des votes, celui qui a perdu, celui qui a gagné, a gagné. Parce que là, c'est le temps qui se coule et puis voilà. D'accord, eh bien très bien. Allez. On va marquer une nouvelle pause dans l'émission. Oui, vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de nous appeler. Une nouvelle question qui arrive, puisqu'on va parler de ce PSG-OM et de cette rivalité entre Neymar et Álvaro González. Qu'est-ce que vous pensez de leur rivalité? Qu'est-ce que vous pensez de ces attaques, qu'elles soient sur le terrain, qu'elles soient sur les réseaux sociaux? Eh bien, on en parle juste après la pub et toujours avec notre invité, l'international togolais Francis Koné. À tout de suite.